Ces femmes étaient étudiantes, mères au foyer ou médecins il y a encore quelques mois. Elles ont rejoint les centres d'entraînement populaires mis en place par l'armée régulière, qui se compte par centaines aujourd'hui au Soudan. La remilitarisation de la société est en cours. Pour nourrir l'effort de guerre, les forces gouvernementales influencées par les islamistes ont lancé une grande campagne de résistance populaire à laquelle les femmes ont répondu massivement. Depuis près de 2 ans, la guerre oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, les FSR du général Hemeti. Une guerre fratricide qui fait rage sur les cendres de la révolution de 2019 et le formidable espoir démocratique qu'elle a suscité. Les troupes régulières gagnent du terrain et contrôlent d'une main de fer les territoires reconquis. Au milieu des champs de ruines, la vie reprend difficilement. Partout des checkpoints et des panneaux à l'effigie du général Al-Bourhan, le chef de l'armée. À la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, la propagande patriotique a remplacé les slogans de la révolution. نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع الدفاع أن لا يتردد أو يتأخر بأن يقوم بهذا الدور الوطني. La propagande s'adresse tout particulièrement aux femmes, incitées à devenir des mustanfirat, des aspirantes soldates. Galvanisées par ces messages, Nada et sa jeune cousine de 16 ans, Marwa, ont rejoint elles aussi les brigades de résistance populaire. C'est un correcteur pour sourcils. Tu veux quelle couleur? Choisis. Comme beaucoup de familles soudanaises, elles ont perdu un parent, le beau-frère dans leur cas, tué par les FSR. Elles-mêmes ont dû fuir Khartoum lorsque les forces de soutien rapide ont attaqué la capitale. Elles se sont réfugiées chez leur tante, ici à Omdurman, à quelques kilomètres de l'autre côté du Nil. Hier, au camp, nous avons démonté et remonté des armes. Nous avons appris à le faire. Nous avons démonté un lance-roquettes et une mitrailleuse Douchka. Tu as démonté et remonté? Oui, nous avons même tiré des coups de feu. La première fois que tu as pris une arme, tu as eu peur en la tenant entre tes mains? Non, mais mon corps tremblait. C'était plus facile les jours suivants. Si on te donne une arme et que les FSR arrivent, tu t'en serviras? Bien sûr. Si Dieu le veut, quand notre entraînement sera terminé, on sera armés. Nous n'avons plus peur de rien et rien ne nous arrêtera. Nous pourrons nous défendre. Nous engager nous a donné du courage. Ça va? Oui. Cinq fois par semaine, Nada et ses cousines rejoignent le camp d'entraînement d'Aï el-Shati. Dans cette ancienne cour d'école, 200 femmes âgées de 16 à 60 ans apprennent la discipline militaire. الفوارق والروايش والجثث برضو والشظاير والبارود عدم استخدامه كحلي أو زينة من مخلفات الحرب ذاتها يعني ما نستخدمه في حاجة. Dans les zones où nous devons agir, où les déplacés doivent rentrer chez eux, nous devons mettre en garde les civils pour leur sécurité et celle de leurs enfants. Vous êtes l'unité de lutte contre les risques des mines et des engins non explosés. Vous œuvrez au nom de la résistance populaire. Ces centres sont supervisés par des officiers de l'Ancien Régime, généralement très méfiants envers les médias étrangers.
Notre caméra a pu exceptionnellement y accéder pendant quelques heures. Vous n'auriez pas dû rire. Ce n'est pas un jeu. Soyez sérieuse, comme un tigre. Tous ces bavardages et ces rires sont inappropriés. Restez en place. Je suis formatrice depuis 23 ans et maintenant j'ai rejoint la résistance populaire. Grâce à Dieu, l'armée est en train de progresser. Et nous comblons le vide derrière eux en éliminant, nettoyant et en reconstruisant. Les femmes soudanaises sont par nature fortes et résilientes. Nous devons laisser notre marque. C'est ainsi que nous jouerons notre rôle de femmes soudanaises. C'est très important, car les femmes sont les principales victimes. Nos sœurs qui n'étaient pas formées ont été violées, volées et vendues. Nous devons être prêtes à nous défendre, à défendre nos enfants et nos maisons. Les hommes sont sur la ligne de front et nous sommes à l'arrière. Il y a eu des massacres, des tueries, des vols et des pillages. Cela m'a poussée à me mobiliser pour mon pays. Quand la guerre a éclaté, j'étais en plein cours. Tout à coup, les gens ont commencé à parler de choses qui se passaient à Khartoum. Les routes ont été bloquées, les cours ont cessé. Dehors, c'était le chaos total. Ensuite, les cours ont été suspendus. Les marchés et les bureaux ont fermé et c'est ainsi que la guerre a commencé. Au début, j'étais effrayée. J'avais peur de ce qui pouvait arriver. C'est normal. Les gens nous encouragent et sont reconnaissants qu'on protège le pays. La guerre ne m'arrêtera pas. Je lutte pour que mes rêves se réalisent. La guerre a mis le pays à genoux. Il y aurait plus de 150 000 morts et un tiers de la population a été déplacée. Les viols et les massacres ont fait des dizaines de milliers de victimes, surtout des femmes. Ces exactions massives expliquent le succès de la militarisation. Pourtant, certaines refusent de prendre les armes et cette mise au pas de la société. À 26 ans, Sarah consacre ses journées à aider les victimes de viols. Elle écoute leurs histoires et recueille leurs témoignages dans des cahiers, des preuves qui serviront peut-être un jour à leur rendre justice et obtenir réparation. Ils étaient en uniforme? Oui, l'uniforme des FSR avec leur turban. Tu as été agressée par combien d'hommes? 3. Leur chef était le 4e? Non, ils étaient 3 avec le chef. C'est difficile d'en parler, mais c'est important de raconter ton histoire pour que tout le monde sache la vérité et que justice soit faite. Il était 00h30, je dormais chez mes cousins. J'ai entendu ma mère hurler et implorer Allah. 3 officiers des FSR sont entrés. L'un d'eux a dit qu'il me voulait, que j'étais recherchée car j'étais proche de l'armée. Il m'a frappée avec force. Il m'a traînée jusqu'au 2e étage. Le premier m'a violée, puis le 2e, puis le 3e. Je suis diabétique et j'ai de la tension. Je me suis évanouie. Même si mon mari n'a rien dit, je sens que quelque chose ne va pas. Je ne peux pas mentir. Je sais que ce n'est pas de ma faute.
Cette femme sera peut-être chassée par son mari, mais elle a encore un foyer. La plupart des survivantes, toutes des déplacées, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Avec d'autres jeunes filles du quartier, Sarah a investi une école désaffectée transformée en refuge communautaire pour leur apporter un peu de répit et de chaleur humaine. Tous les jours, des sacs de lentilles donnés par les gens du quartier arrivent au foyer. L'entraide et la solidarité sont des piliers de la société soudanaise. Ces cuisines communautaires, appelées takiya, offrent un repas par jour à des centaines de milliers de personnes dans un pays où la nourriture est devenue inabordable. Didi est arrivé depuis mars, après avoir fui les bombardements de Khartoum. Originaire des monts Nouba, dans le sud du pays, elle avait déjà connu l'exode et l'horreur des exactions au début des années 2000. Les FSR n'ont jamais eu pitié, ils voulaient les jeunes filles. Quand on l'a compris, on a pris nos filles et on est parti. On a tout laissé derrière nous. C'était terrible. On a dû partir à pied. Ils nous frappaient sur la route et prenaient nos sacs. Ils ont pris tout ce qu'on avait, même nos habits. Ils nous frappaient avant de nous laisser les mains vides. Oh, ma fille, que tu sois bénie. Grandis bien, et si les choses vont mieux, tu iras chez ton père. Ton père est en train de se battre contre les FSR. Si Dieu le veut, il reviendra sain et sauf. Tous les jours, il y a de nouvelles tragédies, surtout pour nos sœurs. Nous devons être fortes pour elles. Heureusement, les docteurs sont avec nous. Nous espérons que la guerre finira vite, car c'est une tragédie. On ne sait pas ce qui va se passer si ça continue. Les vies de ces femmes sont suspendues aux aléas de la guerre. Ce foyer est un abri fragile qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Les civils sont pris en otage par des enjeux qui les dépassent. Soutenus par les Émirats arabes unis, les forces de soutien rapide d'Hemeti, qui contrôlent déjà les mines d'or à l'ouest du pays et visent l'accès à la mer Rouge, sont de dangereux rebelles, responsables du génocide au Darfour en 2003. Face à eux, le général Al-Bourhan et son armée, constituée de l'ancienne garde rapprochée du dictateur déchu Omar al-Bashir, s'accrochent au pouvoir, avec l'aide de grandes puissances telles que l'Égypte, la Russie et l'Iran, qui poursuivent chacune leur propre dessein. Les jeunes pacifistes qui avaient lancé la révolution contre le dictateur en 2019 ont refusé pour beaucoup de quitter le pays et se sont engagés au service des malades et des blessés. Razan est une pharmacienne qui résiste. On va à la pharmacie. Ce sont les ordonnances des patients. Ils viennent nous voir car ils ont besoin de médicaments et on les achète pour eux. Nazar, tu te souviens quand on ne pouvait venir qu'à certaines heures? Oui. On devait se dépêcher si on voulait pouvoir repartir. Toute la zone était bloquée. C'était impossible d'y entrer. Ces bénévoles n'ont jamais hésité à braver les couvre-feux ou à aller récupérer les malades sur les lignes de front. Bonjour. Vous avez d'autres ordonnances? Je vous ai donné celle que j'avais dans le téléphone. On doit écrire l'hashtag Al Now Hospital Volunteers Initiative.
Pour payer, Razan fait appel à son réseau. Un système parallèle appelé les Emergency Rooms, les chambres d'urgence, soutenu par la diaspora soudanaise qui envoie de l'argent depuis l'étranger. Les Emergency Rooms se comptent par centaines au Soudan. Razan travaille dans celle basée à l'hôpital Al-Nao. C'est l'un des seuls établissements publics encore debout, bien qu'il ait lui aussi été la cible de bombardements répétés. L'accès aux soins et aux médicaments y est difficile. Les bénévoles pallient les urgences comme ils le peuvent. J'avais 2 frères, ils ont été tués pendant la guerre. L'un d'entre eux a reçu 18 balles. Ma mère est cardiaque, elle a des problèmes cardiovasculaires. Elle a eu un caillot dans le poumon. Elle se repose à la maison, elle ne peut pas bouger seule. C'est ma fille de 11 ans qui la déplace. Je suis diabétique et je dois être amputée. J'ai pas d'argent. La seule solution est de me faire amputer cet orteil. Je ne sais pas ce qui va se passer. Avant, on nous donnait à boire et à manger et les médicaments dont on avait besoin. Depuis hier, personne ne m'a donné de médicaments car il y a pénurie. Ça va aller. Il vous faut aussi du Amoclave. Vous pouvez revenir samedi pour avoir les médicaments contre le diabète et la tension. Ceux-ci, je vous les donne maintenant. Nous sommes ici tous les jours. Nous sommes tous ensemble. Tout le monde vous aidera de la même manière. Voici mon numéro. Je suis Razan. Si je ne suis pas là, les autres s'occuperont de vous. Je suis désolée. Ne pleurez pas. Ça va aller. C'est pas facile. Je suis désolée. Je souffre tellement, mes 2 frères. L'un a été blessé au rein, il en est mort. L'autre a été décapité, ils sont morts. Les patients n'ont plus les moyens d'acheter leurs médicaments, devenus une denrée rare et chère. Dans la cour de l'hôpital, le dispensaire des bénévoles fait office de pharmacie communautaire. Faisal, j'ai besoin de 2 Samixon. Celui-ci, on l'aura samedi. C'est ma dernière dose. Je dois attendre samedi? Oui, samedi matin. Oui, on a du Samixan et du Flagyl. Malheureusement, nous n'en avons plus. Vous avez du Panazol? Non, désolé. Ces initiatives citoyennes défient l'emprise autoritaire des militaires au pouvoir et nourrissent l'espoir d'un avenir libéré des divisions. Razan et ses amis se retrouvent tous les vendredis soirs pour organiser la grande distribution de médicaments du lendemain matin. Combien coûtent ces médicaments? 700 € pour l'ensemble. Il restait des médicaments de la semaine dernière. Il y a eu un bombardement, les patients ont fui et nous avons gardé les médicaments. Nous ne les avons pas tous achetés dans une seule pharmacie, mais dans plusieurs pharmacies. On les achète à crédit et à la fin de chaque mois, quand nous récupérons les dons, nous payons nos dettes. Nous essayons toujours de payer plus tard. Nous nous accrochons à la vie à travers nos actions. C'est notre moyen de résister. Je suis un révolutionnaire. J'ai été blessé par balle lors des manifestations. Je peux sentir la douleur de ceux qui ont été blessés par les tirs ou les balles d'un sniper. C'est pour ça que je les aide. Je connais la douleur d'un os cassé. Nous, les révolutionnaires, on a toujours demandé que la santé et l'éducation soient gratuites. C'était en 2019. À l'époque, ils ont tous cru que le Soudan allait enfin devenir libre et démocratique.
Ces images ne sont plus qu'un lointain souvenir. Leur rêve de paix et de justice s'est heurté à la réalité. Le gouvernement estime que notre présence à l'hôpital met en évidence ses insuffisances. Cela veut dire qu'il ne fait pas son travail. Nous connaissons tout de l'hôpital et de son fonctionnement. Les coûts des actes chirurgicaux, l'état des stocks des médicaments et la façon dont le gouvernement traite les blessés. C'est pour ça qu'on ne veut pas de nous à l'hôpital. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, souvent entravée par la bureaucratie et la corruption. Chacun des deux camps l'utilise comme arme de guerre pour asseoir son pouvoir. En octobre dernier, seuls 10% de l'aide médicale a été distribuée. Chaque intermédiaire touche sa commission. Si les médicaments arrivaient à destination, nous n'aurions pas besoin de travailler autant. Certains des médicaments qui nous sont destinés ne nous arrivent jamais. Ils se volatilisent ou disparaissent dans les dépôts. Le gouvernement veut tout contrôler, la totalité des médicaments. C'est pour ça que nous disons que l'ancien régime est toujours là. Ils se chargent de la distribution de l'aide humanitaire pour en tirer profit. شعب الثاني يهتف حرية ضد الفساد لا للطبقية حاربنا الغمز وانتم بالرؤية يا ثورة شعب أقسم بالله كانت سلمية شررت الثورة صوت الطاغية ضد الطاغية ضد الدكاكين. J'ai peur de penser que la révolution est terminée. Quand les gens prennent les armes, ils ne veulent plus les lâcher. La plupart des révolutionnaires ont rejoint la mobilisation, même s'ils ont toujours été pour la paix et contre les armes. Les choses ont changé. Quand la guerre a éclaté et leur patrie a eu besoin d'eux, ils ont décidé de s'armer. Lui, c'est Taha. Taha était mon ami, mon frère. C'était un révolutionnaire. Quand la guerre a éclaté, il était bénévole à l'hôpital. Puis il s'est engagé et il a combattu avec l'armée. Un sniper des FSR l'a tué. La guerre est cruelle. Elle a pris nos rêves, nos vies et nos frères. Personne n'arrêtera la révolution, même s'ils essaient de la détruire en armant les civils ou en revenant aux règles de l'ancien régime. Jamais. Malgré ces îlots de résistance, le rêve d'un avenir libre et démocratique au Soudan s'estompe chaque jour un peu plus. Face à la guerre, face à la crise humanitaire et à la remise au pas de la société civile par les factions islamistes les plus conservatrices de l'ancien régime.